Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, nous recevons Loïc Quentin, c'est le président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Le marché immobilier français traverse une période de transition après une baisse importante des transactions, mais des signes de reprise apparaissent. Alors que nous réserve 2025 ? C'est la question qu'on posera aujourd'hui à notre invité. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour Marc Ezrati. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. 2024 a été une année marquée par une chute importante des ventes immobilières avec une baisse de 11%. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que le pire est derrière nous ? La crise de l'immobilier est derrière nous et la crise du logement est peut-être devant nous. C'est ce qu'on échangera peut-être sur ce point. C'est vrai que 2024 a été une année de transition qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, à la fin de cet exercice, nous avons atteint un palier. Un palier qui est préalable à, je dirais, un redémarrage des transactions. Pour l'instant, on a assisté en novembre et en décembre à un rattrapage. Il y a eu plus d'activité immobilière. Mais rappelons-nous, nous sommes partis d'un volume de 872 000 transactions au 1er janvier 2024. Et vraisemblablement, on va terminer à 780. Donc voilà, on est toujours en décélération, moins forte qu'en 2023. Mais il y a des signaux, je dirais, positifs et qui nous permettent d'être plus enthousiastes. Alors, vous avez parlé donc d'un marché qui semble avoir atteint ce fameux palier. Quels sont les signes qui vous laissent penser que le marché il pourrait rebondir cette année ? Eh bien, tout d'abord, il y a un événement important. Vous savez que cette crise est la conséquence, la résultante d'une augmentation subite et très importante des taux d'intérêt. Et aujourd'hui, 2024 nous a permis, et notamment dans le second semestre, et c'est là que la correction elle était la plus forte, on a inversé finalement les tendances observées grâce à 4 baisses successives du taux de la BCE. C'est-à-dire qu'on a provoqué l'effet inverse en reconstituant, en redonnant du pouvoir d'achat aux ménages, et bien on leur a permis d'avoir une capacité d'emprunt plus importante, et donc bien évidemment ce qui a permis à beaucoup de Français de rejoindre le chemin de l'acquisition, et puis aussi de freiner la décélération des prix qui était indispensable à l'accompagnement des ménages. Alors, Loïc, on parle de plus en plus d'un printemps immobilier précoce. Est-ce que c'est une façon de dire que les affaires, elles reprennent ? Et à quoi faut-il s'attendre ? Je crois qu'il faut être optimiste, mais de façon prudente. Aujourd'hui, l'instabilité politique, l'actualité géopolitique, les tensions internationales, même monétaires, une nouvelle administration américaine, une Europe qui ne fait pas l'offensive. Voilà, il y a des signaux qui ne nous permettent pas de dire avec optimisme que tout va repartir. On a une croissance aussi qui est ralentie, grande difficulté économique. Je pense qu'on va vers le mieux. C'est un optimisme prudent. On attend encore 2 baisses de taux de la BCE, très certainement, où les Français pourront retrouver un taux d'emprunt autour de 3%. Donc, ce qui est, je dirais, novateur, ce qui est salutaire pour tous les Français qui veulent accéder à la propriété. Du moins, ça contribue à les accompagner. Alors, le volume des ventes est en baisse depuis 3 années consécutives. C'est une situation qu'on n'avait pas connue depuis plus de 50 ans. Comment les professionnels de l'IMO y vivent cette période ? Vous savez, c'est pas parce qu'il y a moins de volume que des professionnels de l'immobilier vivent moins bien et au gré de la baisse des volumes. Parce qu'on peut avoir une activité, beaucoup de nos adhérents ont même superformé. C'est-à-dire que c'est dans les crises que se révèlent les professionnels. Ce n'est pas dans les périodes faciles qu'on est professionnel de l'immobilier. Est-ce que les agences immobilières, elles sont en danger ? Oui, certaines, oui, parce que le modèle économique a été fragilisé sur un espoir d'activité et de volume d'affaires qui a été compromis. Quand on part de 1 200 000 transactions au plus gros pic et on descend à 778 000 actes signés à fin novembre 2024, bien évidemment, il y a une déflagration très forte sur l'activité économique et une répartition. Le gâteau est moins fort, il est réparti entre un nombre d'acteurs, et le nombre d'acteurs, on doit le diminuer, et naturellement, il y a des disparitions. Voilà, j'avais toujours dit que cette crise se révélera comme une crise importante,
il y aura autant de liquidations que nous avions vu en 2009. Alors, les prix de l'immobilier ont également baissé en 2024, mais de façon un peu plus modérée. Est-ce que cette correction, elle est suffisante pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages français? Alors, la correction, elle était de 4% à fin juin 2024 et à 0,8% selon nos chiffres à fin 2024 décembre. Mais attention, ce sont des corrections nationales. 0,8%, c'est tout, je dirais, les produits. Oui, comprenez bien que un marché des biens en secteur rural qui ont été connus moins de hausse sont moins impactés en termes de baisse. Mais par contre, là où les prix avaient le plus augmenté, notamment dans les grandes villes, prenez une ville comme Nantes, c'était 6,4 à un moment, donc de correction de prix. Et cette correction va poursuivre encore en 2025, là où ils avaient encore le plus augmenté. Donc, de façon moindre, parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui se reconstitue, mais nous ne sommes pas arrivés au point de reconstituer la totalité du pouvoir d'achat perdu par les ménages face à l'acquisition. Alors justement, on va parler un peu des taux d'intérêt. Après une forte hausse en 2023, ces taux ont amorcé une baisse en 2024. Qu'est-ce qu'on peut espérer à ce niveau-là pour cette année? Je crois qu'on pourra... Alors, il y a des économistes qui me disent, oui, on va atteindre 2%. 2% et demi, d'après ce qu'on entend. Bon. À horizon... Nous, voilà, on a dit autour de 3%, si c'est 2,80, si c'est 3,10, on sera dans cet espace-là. C'est vrai que les plus optimistes descendent jusqu'à 2%. Jusqu'à 2%. Ouais, Mais moi, ce qui nous inquiète, c'est notamment... pour pas... réchauffer un plat qu'on entend souvent, c'est la dette française. Et aujourd'hui, les obligations garanties par l'État sont plus rémunérées que le taux auquel accèdent les Français en matière de crédit immobilier. Donc c'est quelque chose qui vient qui est nouveau dans ce paysage. Alors, le crédit, ça reste un sujet central. La production des crédits a été divisée par 3 en 2 ans. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver des conditions plus favorables pour les emprunteurs ? Conditions favorables au niveau du taux. Mais aujourd'hui, je pense que, oui, les banques... au niveau du taux, mais aussi des conditions, je pense. Sinon, les banques sont les apports... les banques sont devenues prêteuses. Je pense qu'elles sont beaucoup moins regardantes, elles ont retrouvé le rôle. Simplement, c'est la dynamique du marché qui n'est pas au rendez-vous pour leur permettre de mettre en place les crédits qui sont nécessaires. Je crois que la plus grande fragilité de ce marché, ce n'est pas forcément pour un Français déjà propriétaire. Vous savez, quand on a un flux baissier... Quand hier, vous vendiez plus cher, mais vous achetiez plus cher. Et quand aujourd'hui, vous vendez moins cher, vous achetez moins cher. Donc le delta est le même. En plus, avec des conditions financières, l'argent à 3,5%, c'est pas cher. Ce qui, par contre, est plus préjudiciable. C'est pour ceux qui ne peuvent pas accéder à la propriété, qui sont dénués d'apport personnel, qui ne l'ont pas, qui ont beaucoup de difficultés à constituer une épargne et qui ont beaucoup de difficultés à être finançables. Et c'est là que la politique du logement devrait s'orienter, accompagner notamment les primo-accédants et ceux qui sont les plus démunis. Louis Quentin, il y a un autre sujet qui inquiète beaucoup, c'est le marché locatif. On parle d'une pénurie de logements à louer, notamment dans les zones très tendues ou tendues. Quelle est votre analyse sur le sujet ? Je crois que c'est la conséquence résultante de plusieurs facteurs. D'abord, premièrement, le placement locatif, le placement immobilier n'est plus plébiscité comme il était par le passé par les Français. Une fiscalité toujours plus importante, des obligations très fortes, encadrement des loyers, permis de louer, des contraintes de rénovation énergétique, un actif qui est soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Et puis, je le dis souvent, je pense qu'aujourd'hui, l'État a failli dans les messages qu'il a adressés. Quand Emmanuel Macron, sur Challenge, disait au mois de mai 2024... Le logement, c'est de la surdépense publique pour de l'inefficacité collective. On ne peut pas entendre ça de la part d'un chef de l'État. Le rôle du chef de l'État, c'est notamment de flécher, de donner, permettre aux Français d'avoir envie de faire, envie d'acheter, envie d'investir, et notamment pour être en relais à une offre locative aujourd'hui qui est en difficulté. Et là, c'est pour parler des obligations de rénovation énergétique, mais qui sont bien évidemment un élément aujourd'hui à prendre en considération et qui ne va contribuer qu'à accélérer la chute de l'offre locative en France. Avant de parler de rénovation, on va poursuivre un petit peu sur les loyers qui ont augmenté de 3,2% en 2024. Est-ce que cette tendance, elle va se poursuivre justement, notamment avec ces nouvelles règles de transition écologique, de rénovation ? Alors, de toute façon, le simple fait de faire des travaux de rénovation énergétique n'autorise pas à augmenter le loyer. Tous les loyers aujourd'hui en France augmentent contractuellement en fonction de la variation de l'IRL auquel ils sont soumis. Et aujourd'hui, la moitié du parc locatif est encadré et limité au niveau de l'évolution de l'indexation du prix du loyer. Donc parce qu'ils sont situés en zone tendue.
Non, aujourd'hui, cette haute, elle doit être maîtrisée. Alors, je dirais simplement, nous sommes respectueux de la loi parce que nous engageons notre assurance et notre responsabilité. Il y a des propriétaires qui s'exonèrent de règles de droit, qui font ce qu'ils veulent. Mais ça, je parle pour le domaine professionnel. Alors, on va parler un petit peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de passoires thermiques et notamment de ces logements classés G qui sont devenus indécents depuis le 1er janvier 2025. Est-ce que cela va aggraver la crise du logement ? Oui, cela va aggraver la crise du logement parce que vous savez, il y a des propriétaires qui ont passé la date du 1er janvier 2025 et qui ignorent même qu'ils louent un appartement classé G. Pourquoi ? Parce qu'ils ont conclu un contrat il y a 10 ans avec un locataire, tout se passe bien. Et puis soudainement, ils vont apprendre en faisant un DPE où le locataire lui-même le demandera, le logement est classé G. Et si le logement est classé G, il est indécent. Et de ce fait, on ouvre une porte au locataire qui peut aller voir le juge judiciaire et dire « Monsieur le juge, je demande que mon propriétaire soit condamné à faire les travaux. » Le propriétaire doit les faire. Et en même temps, il va y avoir une réduction de tout ou partie du loyer. Bon, grande complication. Quand on peut faire les travaux, ça va, mais des fois on ne peut pas, on n'a pas les conditions juridiques pour le faire, notamment en copropriété, où on n'est pas prêt. Et puis aussi, il y a des moyens financiers. Vous avez 17% des propriétaires qui ont plus de 80 ans. À 80 ans, est-ce qu'on envisage de faire des travaux ? Les héritiers vont dire, écoute, papa, tu vas vendre, et puis voilà. Et donc, on crée toutes les conditions d'une accélération, d'une attrition, d'une offre dont on n'a pas besoin aujourd'hui dans ce pays. Merci Loïc Quentin, on fait une petite pause pour découvrir l'info du jour et on se retrouve dans quelques instants sur Radio J. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et aujourd'hui, on part à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la très prisée presqu'île des milliardaires, où une villa contemporaine de 700 mètres carrés est actuellement en vente pour la coquette somme de 45 millions d'euros. Outre ses prestations haut de gamme, une piscine intérieure, une piscine extérieure, une salle de sport, un hammam, une cave à vin et même un générateur de secours, cette propriété se distingue par un funiculaire privé, un équipement rare mais bien utile pour accéder à la piscine située sur un promontoire offrant une vue imprenable. Mise en vente par le réseau John Taylor, ce bien est également disponible à la location entre quand même 70 000 et 105 000 euros par semaine. Et donc ce bien vise évidemment une clientèle étrangère ultra fortunée. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour avec notre invité Loïc Quentin, président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, pour parler des perspectives du marché immobilier en 2025. Alors, avant la pause, Loïc Quentin, nous avons évoqué les passoires thermiques. Vous avez alerté sur le coût colossal de la rénovation énergétique des logements F et G. Est-ce que les propriétaires bailleurs, ils ont les moyens aujourd'hui de faire des travaux ? Certains peut-être. Alors le coût moyen est évalué à 40 000 euros. Le rapport Sichel l'avait évalué à 37 000 euros environ, parce que le coût varie en fonction notamment de la taille du logement, bien évidemment, s'il est en copropriété, s'il est en monopropriété. Une maison classée G, c'est 120 à 140 000 euros de travaux. Donc voilà, donc un propriétaire, est-ce qu'il a les moyens de le faire ? Et puis aussi, ça vaut le coup en fonction de la valeur du bien. Tous les biens ne valent pas le prix de l'immobilier parisien. L'échelle des valeurs des prix de l'immobilier en France, c'est de 1 à 10. 10 000 pour Paris, au montant supérieur, et puis 1 000 euros dans certains territoires reculés. Et ce qui est incroyable, c'est que là où on a l'habitat le plus ancien, c'est là qu'on a le plus de logements dégradés énergétiquement, plus de logements classés G. 35% des logements classés G sont dans la Creuse ou dans la Corrèze. Oui, voilà. Il y a aussi dans d'autres zones. D'autres zones, dans le voilà. Nord. Et puis Paris est aussi très mal logé, puisqu'avec des immeubles haussmanniens, avec des contraintes techniques, on ne pourra pas rénover énergétiquement par l'extérieur, il faudrait rénover à l'intérieur. Beaucoup de complications. Sur une loi, je dirais, qui est la loi climat-résilience, est une loi qui a été, faite sans étude d'impact, un peu précipitée. Les objectifs de décarbonation, c'est 2050. On est capable de suivre cet objectif. Nous sommes tous pour la rénovation énergétique, mais on ne peut pas créer de la sanction en permanence. Il faut accompagner, faire de la pédagogie, mettre de l'incitation, et notamment, la France a voulu encore se distinguer plus que les autres pays d'Europe, quand les autres pays d'Europe n'ont pas mis en place ce dispositif d'indécence. C'est une nouveauté française.
Loïc Quentin, vous avez parlé tout à l'heure, en début d'interview, vous avez dit que la crise de l'immobilier était derrière nous, mais que la crise du logement était devant nous. Qu'est-ce que vous entendiez exactement ? Eh bien, la crise de l'immobilier, vous voyez, par les effets correctifs, la baisse des taux, on redonne du pouvoir d'achat aux ménages français, et puis finalement, les transactions vont trouver des preneurs. Je ne dis pas que nous repartirons dans des volumes comme on l'a connu, parce qu'aujourd'hui, ce qui est caractéristique, c'est que le marché de l'immobilier est un marché d'exception, et je dis souvent, qui conduit à l'exclusion. Et c'est ça, l'exception génère l'exclusion. Donc, il y aura des Français qui sont servis, mais d'autres qui ne le sont pas. Et pourquoi nous sommes une crise du logement ? Parce que nous, premièrement, la crise de l'immobilier neuf est à l'arrêt. L'immobilier neuf est à l'arrêt. On ne construit pas assez. Cette tension sur les passoires thermiques, une diminution de l'offre locative. Donc, c'est une crise structurelle qui s'annonce, qui n'est plus une crise conjoncturelle. Ce n'est plus du tout la même chose. Et la crise structurelle repose sur notre incapacité et notamment inefficacité à pouvoir être au rendez-vous d'une offre de logement adaptée aux besoins des Français. Et ça, c'est le rôle de l'État. Un petit retour en arrière sur le marché locatif. Le gouvernement a multiplié les mesures pour encadrer ce marché, notamment avec l'encadrement des loyers. Question. Est-ce que pour vous, c'est efficace ? Alors, vous savez, ce qui est incroyable, c'est que l'encadrement des loyers, il dure depuis 2014. Oui, depuis 10 ans. La loi Allure. Et aujourd'hui, on nous dit on est toujours incapable de faire un bilan sur cette mesure. Bon. Quand on prolonge une politique, on s'oblige quand même à titre expérimental reconduite par la loi Elan et reconduite récemment, au moins à faire un point d'étape. Alors nous en avons fait un. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des zones tendues sur la moitié du territoire, et ces zones tendues, quand un logement se libère, il ne peut pas être exposé à notamment une augmentation de son loyer. Il n'y a que les nouveaux logements qui arrivent sur le marché qui peuvent connaître des prix non contrôlés, mais là, il n'y a plus d'offres et il n'y a plus d'investisseurs. Donc, c'est une très mauvaise mesure et qui est un épouvantail nouveau pour les propriétaires, donc un très mauvais signal. Alors, pareil, pour les propriétaires, la taxe foncière qui a explosé. Comment ils vivent ça, les propriétaires ? Ils le vivent très mal, vous savez, parce qu'on ne peut rien, contrôler. Quand on a eu des augmentations de taxes foncières à 80%, 50% à Paris, c'est quelque chose d'épouvantable. Donc, on est propriétaire, on taxe la propriété, et c'est quelque chose qui vient encore diminuer le pouvoir d'achat des ménages qui sont propriétaires. Et notamment, c'est un mauvais fléchage. Mais je ne vous parle pas de l'éventuelle augmentation des droits de mutation prochains. Oui, qui est prévu dans le projet de budget. Dans le projet de budget. Mais il y a les municipales aussi qui vont arriver entre-temps. Oui, tout à fait. Oui. Mais pour l'instant, on ne va pas augmenter. Il va y avoir une pause. Il va y avoir une pause. Pause et redémarrage après l'émission. Oui, parce on entend, je crois que c'est l'augmentation, elle est d'1,7 de la taxe foncière. Oui, alors cette ça, année. c'est une indexation normale. C'est comme les loyers, si vous voulez. Moi, j'adore les maires qui donnent des leçons. Oui, on va encadrer les loyers parce que les vilains propriétaires. Et on fait exactement l'inverse de ce qu'on demande à faire aux autres. Donc voilà, on demande qu'il y ait une modération et qu'on augmente la taxe foncière comme on peut augmenter les loyers. Ça serait déjà un minimum. Loïc Quentin, on parle beaucoup d'un phénomène de papy-boom dans l'immobilier. De nombreux seniors vendent leurs biens. Est-ce que c'est suffisant pour soutenir le marché de la transaction ? Le papy-boom... oui, parce qu'il y a des propriétaires aussi qui vivent mal leur fin de vie et qui aussi doivent vendre en viager ou qui liquident le patrimoine, font de l'arbitrage pour mieux vivre. Mais c'est pas ça qui va redynamiser. Le viager, c'est quelque chose d'ailleurs qui... Oui, qui est en développement, bien sûr. C'est quelque chose qui fonctionne bien et qui est revenu, je dirais, qui est une stratégie, une pratique courante. Loïc Quentin, on va parler d'Airbnb. Il faut qu'on en parle. C'est une plateforme de location courte durée qui continue de se développer, notamment dans les villes touristiques. Qu'est-ce que ça a comme impact sur le marché locatif ? C'est un impact très fort. C'est pas uniquement le Airbnb, c'est toutes les locations meublées. Je crois qu'avant, le fondement, le pivot central de la politique du logement et une offre locative, c'est de la location nue. On arrive avec ses meubles, on n'arrive pas dans le logement meublé. Or, la part du meublé ne fait qu'augmenter dans les grandes villes. On prend Paris, c'est 29%. Toutes les villes dépassent les 20%, les grandes agglomérations. Donc, il y a eu un glissement vers ce secteur parce qu'il est plus intéressant économiquement. Et souvent, vous savez, c'est trop facile. On peut louer plus cher, mais parce qu'on décide de meubler, très souvent, le meublé, c'est... Allez, les meubles de la grand-mère ou 1 500 € de meubles Ikea. Voilà, donc on ne peut pas se suffire de ça. Il faut aller vers une harmonisation fiscale de la location vide et de la location meublée. Mais je vais aller être un peu dur sur le législateur, notamment sur les Airbnb, puisque la dernière loi de régulation des locations touristiques a permis d'exonérer tous les propriétaires inscrits sur les plateformes Airbnb d'obligation de rénovation énergétique. Ils en sont dispensés jusqu'en 2034. C'est inadmissible.
et ce n'est pas entendable d'avoir de telles orientations. Un autre sujet d'actualité, les logements vacants. Il y en aurait 3 millions en France. Pourquoi ces biens ne sont-ils pas remis sur le marché, selon vous ? Alors d'abord, premièrement, les logements vacants ne sont pas là où on les estime. Ils ne sont pas sur Paris, ils sont dans la diagonale du vide. Là, les territoires les plus oubliés. Oui, c'est vrai, souvent. Les territoires les plus oubliés, là où le prix de l'immobilier est le plus faible. Et notamment là où il y a des coûts de travaux importants de rénovation. On a une partie du patrimoine qui est en train de se dégrader, et cette dégradation va s'accélérer, faute de moyens, par les obligations de rénovation énergétique. Vous savez, quand vous avez une fermette avec du verre, simple vitrage, avec des murs en pierre et isolés, malgré les travaux, vous ne les ferez pas. Donc, on est en train de programmer une dégradation, une disparition d'une grande offre aujourd'hui sur notre territoire. La FNAIM a formulé plusieurs propositions pour relancer le marché immobilier, notamment des prêts, la portabilité des prêts, ou le dispositif de vente en l'état futur de rénovation énergétique. Je ne baisse pas les bras, donc parce que je pense que la portabilité des prêts est un mécanisme important, permettre à un Français de conserver un crédit lorsqu'il a souscrit à des taux inférieurs et éviter qu'il soit confronté à des taux supérieurs lorsqu'il est muté professionnellement ou notamment à l'occasion d'un divorce, d'une séparation, quels que soient les aléas de la vie. Et enfin, la vente à futur de rénovation énergétique, oui, c'est permettre aux Français qui achètent un bien qui doit faire l'objet de travaux que ces travaux soient inclus dans le prix de vente et la mutation, ce qui est un mécanisme nouveau. On a bon espoir sur ces dispositifs et de voir en Valérie Létard une personne à l'écoute de ces propositions. Si vous aviez une mesure à recommander au gouvernement pour relancer le marché, ça serait ? L'accession à la propriété est en danger en France, et notamment ce sont les plus jeunes qui en souffrent. Il faut avoir une politique d'orientation à les soutenir, les accompagner particulièrement dans le parc existant et dans le marché existant. Malheureusement, les déclarations de François Bayrou ont visé la restauration du prêt à zéro, mais uniquement sur le neuf. Voilà encore une étape manquée. Nous le serons au moment du budget, mais je pense qu'il faut être inquiet sur la capacité. Et vous savez, 78% des locataires aspirent à devenir propriétaires. C'est une belle ambition pour un pays comme le nôtre. Et il faut que la relève politique soit au rendez-vous. Pour conclure notre entretien, Loïc, j'ai une question plus personnelle. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour 2025 ? Quels sont les enjeux, les signaux positifs que vous voyez ? Eh bien, la baisse des taux d'intérêt, très certainement. Les signaux positifs, j'espère, parce qu'il y en a quand même peu. Je ne peux pas vous faire un inventaire à l'après-vert. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Simplement, moi, j'ai une mobilisation syndicale depuis plus de 40 ans. Mais vous êtes plutôt positif. Je suis positif, bien évidemment. Vous êtes optimiste de nature. Parce que je crois que dans tous les cas, les propositions que l'on porte, à force, on va réussir à persuader. Et notamment, à un moment ou à un autre, vous savez, la France va se relever de la crise qu'elle parcourt. Et il faut rester optimiste. Merci beaucoup, Loïc Quentin, président de la FNAIM, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J cet après-midi. Voilà, le Club Immo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05. Le Club Immo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place, d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.